Bienvenue à tous, qui l'eût cru, nous sommes tous présents pour une nouvelle séquence de On a des choses à vous dire, malgré cette météo absolument exceptionnelle. On en aurait évidemment grâce au temps et ce soleil chaud, extraordinaire, on aurait préféré tous être à la plage, pourquoi pas en votre compagnie, tant pis. Tant pis, enfin, bon, faut pas exagérer, on est tous ensemble, c'est parti. La plage où elle se baigne ou celle où elle se baigne pas? Et j'ai la satisfaction de vous présenter la fine équipe qui m'entoure aujourd'hui, à commencer par Martine Guégan. Bonsoir. Pas en maillot de bain. Non, la température est un peu légère. Il ne faut pas exagérer. Un peu juste. Et Lionel Roudot, pas en maillot de bain non plus, et c'est tant mieux. Oui, alors je vais vous parler Normal, de... c'est un breton. Non, C'est une attaque personnelle. Le soleil en Bretagne, c'est bon. 15 jours pas, on brûle. C'est ça. Pour vous, un reportage spécial, Patrice, je sais que vous êtes amateur de grands crus. Oui. Eh bien, vous allez voir, vous verrez tout à l'heure des images. D'accord, il n'y a pas que moi qui suis amateur Non, de bien bon sûr. vin. Il y a Je ne dis pas, je ne dis pas. Fabien Héran également. Ça se voit. Oui, je peux. À chaque fois que vous buvez, hop, il se lève. Ça se redresse. Ça se redresse un petit peu. Bon, le Républicain, on en parlera tout à l'heure. On va passer à Virginia Forga, qui n'arrête pas de rire, on ne sait pas pourquoi. Bonsoir Patrice. Et alors vous allez nous parler de Facebook, évidemment. Oui, et la suite avec Greenpeace, parce qu'il y a une petite suite qui est tombée 2 jours après ma chronique de la semaine dernière. En raison de votre chronique, non. Non, pas en raison, mais 2 jours après, il y a une autre suite qui est arrivée, puis on va en débattre un peu. Merci Virginia. Voilà. Et Keltoum Bessadok. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler de la 5e édition du festival Les Automnales avec nos 2 invités et de Maui Jim. On saura ce que c'est Maui Jim dans quelques instants. D'accord. On ne dit pas plus. D'accord. Eh ben moi je vais vous présenter quand même Hervé Doll. Bonsoir. Hervé Doll, ça va Hervé? Ça va très bien. Hervé qui nous rejoint et qui va de temps en temps nous parler de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est astrophysicien, que sa passion, ça se passe évidemment au-dessus. Vous êtes également maître de conférence à Paris Sud et puis au CNRS, je crois. Oui. Hein, et cette passion, vous êtes arrivé dessus tout petit. Tout petit, ouais. voilà. Une passion qui a évolué jusqu'à en devenir un métier, comme vous, j'imagine. Mais moi, c'est l'astrophysique et donc j'espère vous émerveiller en parlant des nouvelles découvertes de l'univers de manière accessible et pour apporter un peu de hauteur à notre quotidien. D'accord. Ok. En tout cas, donc, comme Keltoum me disait, il y aura 2 invités tout à l'heure pour parler du Festival des Automates qui débute dans le département après-demain soir. Vendredi. C'est ça, donc après-demain soir, beaucoup de musique en perspective et de la bonne. Mais c'est avec un élève de Paul-Éluard à Vigneux que nous allons commencer, une actualité, une perception d'ado. Voici Myriam. Bon, c'est pas gay, hein. Effectivement, vous savez que dans cette émission, il y a de tout. Il y a du gay, il y a du triste, il y a du sympa, il y a du moins sympa. On parle de tout. Et là, Myriam, elle est évidemment affectée par l'infanticide dans le Nord. Vous savez, cette femme avec ses 8 bébés. Je vais vous parler de la femme qui a tué ses enfants. Ça s'est passé à Villiers, au Tertre, dans le Nord. Et cette femme, c'est qui? Raconte-moi un petit peu ce que tu sais sur elle. Cette femme, elle avait 33 ans et elle voulait plus d'enfants, donc elle les a tués. Tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Tu sais comment elle les a tués? Raconte-moi. Je sais qu'elle les a découpés en morceaux. Et elle en a fait quoi? Elle les a jetés, mais je sais pas. Comment on a connu cette histoire? Comment la justice a pris connaissance de cette histoire? Son mari, il n'était pas au courant et il savait qu'elle avait accouché, mais il ne savait pas où étaient ses enfants. Donc il lui a demandé et il est parti. Il a porté plainte contre elle. Donc le mari, c'est quoi sa position? Tu crois qu'il a jamais vu les grossesses de sa femme? Raconte-moi. Si, je pense qu'il les a vues, mais comme elle avait accouché et puis il les voyait plus, il s'est posé des questions. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de ce qu'a fait la femme? Je pense que c'est pas bien. Elle pouvait les laisser dans une famille d'accueil. Au lieu de les tuer, ça sert à rien. C'est quoi la position du mari? Qu'est-ce qu'il en dit lui aujourd'hui? Je pense qu'il essaie de la couvrir. Parce qu'il veut pas qu'elle ait des problèmes. Et au niveau de la justice, elle risque quoi cette dame? Faire de la prison. Cette histoire, ça te rappelle pas une autre histoire dont on a entendu parler en France il y a quelques années? Si, des bébés qu'une femme qui a congelé ses bébés. Qu'est-ce que t'en pensais de cette histoire? C'était une des premières histoires en France qu'on entendait comme ça. Je pense que c'est vraiment... C'est pas bien, c'est ridicule.
Et le mari de cette femme, Monsieur Courgeot, il a toujours soutenu sa femme. Tu comprends sa décision? Non, je pense pas que ça se fait pas, quoi. C'est pas bien. Toi, tu soutiendrais pas la personne? Voilà une autre perception d'ado sur une actualité, j'espère, plus souriante. Demain, même heure, Amélie Patéron, qui derrière la caméra se fait beaucoup d'amis. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder le JT, en voici les grandes lignes. Et d'abord, cette information qui semblait plausible avant même d'être officialisée aujourd'hui. Le Conseil d'État a annulé les dernières municipales de Corbeil. Jean-Pierre Bechter, ami et bras droit de Serge Dassault, lui avait succédé sur le fauteuil de maire, mais avec 27 voix d'avance sur le communiste Bruno Piriou. Il lui était reproché d'avoir mentionné sur ses bulletins de vote l'inscription secrétaire général de la fondation Serge Dassault. Bref, de nouvelles élections en perspective. Des travaux qui ont commencé, ils concernent la rénovation des quartiers du Bois Sauvage à Évry, ainsi que des Pyramides, des centaines de logements à reconstruire sous la tutelle de la ville, du département, de l'État, rénovation qui concerne, j'allais l'oublier, également le canal à Courcouronnes. C'est un rapport issu d'une enquête de l'association de la Fondation étudiante pour la ville qu'il dévoile. Près de 36% des élèves, notamment dans les quartiers populaires, avouent avoir mal au ventre lorsqu'ils doivent se rendre à l'école. Des écoliers qui seraient même vice-champions du monde en matière de stress derrière les Japonais. Et puis la fameuse nouvelle mobilisation pour la réforme des retraites, un point sur la manifestation et surtout la situation à laquelle les usagers des transports, entre autres, peuvent s'attendre dans quelques heures. Voilà donc pour l'actu. Petit commentaire? Oui, oui, Virginia. Bechter, c'était sur le communiste Michel Nouaille, puisque Piriou, il était plus éligible quand Bechter a été élu. Vous avez parfaitement raison d'avoir rectifié. Mais quelque chose me dit que Piriou était juste derrière Michel Nouaille. Oui, mais je veux dire, officiellement sur les listes, c'était Michel Nouaille et pas Bruno Piriou, puisque M. Piriou était inéligible comme Serge Dassault à l'époque. C'est vrai, mais c'était 27 voix. C'était 27 voix d'écart, oui. Sinon, à part Corbeil... 36%. Pardon, Martine? 36%. Ah, les enfants? Oui, bien sûr. La crampe d'estomac avant d'aller à l'école? Oui. Une enquête extrêmement sérieuse. Hein, oui. Mais là, c'était dans les quartiers, dans les cités? C'est la plupart du temps dans les quartiers populaires. Voilà, dans les quartiers populaires, bon... Ça peut se comprendre. C'est une moyenne nationale, donc c'est pas une moyenne. C'est une moyenne nationale, mais on s'est aperçu que c'était surtout dans les quartiers populaires. C'est plus de 36% dans les Voilà, dans les quartiers populaires, c'est plus de 36, ouais. Là, c'est essentiellement, ils ont sondé essentiellement des élèves de quartiers populaires. Mais c'est pas étonnant non plus parce que dans certains quartiers populaires, il y a beaucoup de violence. Donc c'est normal aussi que les mômes aillent un peu avec le stress, la boule au ventre, au collège. Oui, mais c'était pas le libellé de l'enquête. Hein. C'était surtout le trop grand nombre d'élèves en classe, la trouille d'être en retard par rapport à d'autres, de lever le doigt pour interroger le professeur. Et résultat. Parce que dans certaines classes, effectivement, dans certaines classes, on peut pas se dire le premier de la classe, ça la fout mal. Donc on va pas lever le doigt. On essaye aussi de dissimuler le fait qu'on y arrive. Peut-être qu'il faudrait approfondir ça, effectivement. C'est vrai. Dans certains quartiers, dans certains collèges. Faire aucun premier de la classe. Non, mais je sais, c'est vrai. On a une réalité. N'importe quoi. On n'a plus de boulot. Mais Hervé, vous savez que vous avez le droit de... On revient au Moyen-Âge. Mais moi j'ai une expérience et je vois mes étudiants, bon moi j'enseigne à l'université, mais les étudiants français, issus du système universitaire français sont effectivement beaucoup plus timides et stressés. Ils ont plus peur de poser une question bête et donc ils ne posent pas de questions en général. Ça c'est au niveau universitaire. J'ai passé quelques années aux États-Unis où les étudiants sont complètement l'inverse. On leur donne confiance, ils sont même arrogants, c'est souvent la remarque qu'on a. Et c'est l'aspect complètement inverse, ils sont très ouverts et on arrive au niveau doctoral à ce que les deux filières se croisent, c'est-à-dire que les étudiants issus du système français sont beaucoup plus en confiance. Les Américains sont pas moins arrogants, mais ont plus de connaissances derrière, parce qu'ils étaient arrogants et un petit peu ignorants. Mais oui, ça demande du temps. Ça demande du bac plus 5 avant, je pense, moi, dans mon expérience, à ce que le système converge. Donc, ça commence à l'école, mais ça dure très longtemps. Bon, écoutez, moi, j'ai demandé à un grand timide, hein, voilà, Fabien Errand, de nous parler du Républicain qui sort demain et dont vous nous faites évidemment, comme chaque semaine, la primeur. Donc cette semaine on a fait une, alors c'est pas vraiment sur un fait précis sur une commune, non c'est sur la rentrée économique dans le département de l'Essonne.
Bon, il y a eu deux actualités cette semaine. Donc il y a eu la visite de la ministre de l'économie, justement, Christine Lagarde, à Nozay la semaine dernière, le 16. Donc qui est venue visiter le pôle recherche et développement d'Alcatel, Lucent. Donc où on a vu des techniques donc dans l'innovation assez incroyable. Voilà, oui, l'internet à 100 gigabits par seconde. Bon, voilà, c'est super rapide. Puis des choses, des logiciels où on est plongé dans la réalité, ce qu'ils appellent eux la réalité augmentée. Enfin, des choses assez passionnantes. Vous avez vu Hervé, là, il y a les yeux qui papillonnent. Dès qu'on parle de ce genre de choses. Hein, bon. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu surtout donc la rentrée à la Chambre de commerce et d'industrie avec le discours de son président, Gérard Ruot, lundi, donc qui a dressé un état des lieux du département de l'Essonne face à la crise. Donc il est revenu sur l'année 2009, dont marquée par la perte de 8000 emplois. Mais l'Essonne a apparemment des atouts pour rebondir, donc l'innovation justement, comme on a pu le voir à Alcatel, mais aussi tout ce qui est logistique, ces fameux entrepôts où les camions font voilà, des allées et venues. C'est-à-dire qu'un Gérard Ruot, donc président de la CCI, malgré les 8000 emplois évidemment perdus dans le département en 2 ans, qui paraît vraiment optimiste. Optimiste, il est confiant en tout cas, il est confiant, il y a certains indicateurs, même si la reprise n'est pas encore là, certains indicateurs laissent penser qu'au moment de la reprise, l'Essonne est plutôt bien positionnée parce qu'il y a de l'innovation, parce que pas mal d'entreprises sont prêtes à investir dans les écofilières, dans la logistique, etc. Pour l'instant, l'Essonne est caractérisée par un taux de chômage plutôt bas au niveau régional. On est le plus bas avec les Yvelines, avec un taux de chômage à 6,8. Donc voilà, la crise est derrière nous, la reprise n'est pas encore là, mais on a été les premiers à subir la crise au niveau régional. Et on sera peut-être les premiers à en sortir. Voilà. Quand pas de date. Évidemment, il a raison. Il a raison. Bon, donc la même une sur les 3 éditions. Voilà, sur les 3 éditions. Néanmoins, sur le Cœur Essonne, il y a une petite qui connaît pas la crise. C'est la foire aux haricots. Allons-y. On en a parlé hier. Voilà. D'ailleurs, on doit reconnaître Lionel. Non, c'est pas lui là. Absolument pas. C'est pas lui. Mais effectivement, alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai vraiment appris à cette occasion que c'était extrêmement connu et au niveau national. Il y a 150 000 personnes qui viennent à cette foire du haricot. Pardon ? Je crois qu'il y a des Japonais qui viennent aussi spécialement, il me semble. Les Japonais, ils vont partout. Ils photographient des haricots. Combien ils ont dû en photographier des haricots ? Je ne suis même pas certain qu'il y ait des haricots. Non, bon, il y avait la foire aux haricots. Le chevrier. Il y a aussi quelque chose disons, j'allais dire plus sérieux. Moins festif, c'était la visite de Nora Berra, donc la secrétaire d'État aux aînés qui s'est rendue à Ballainvilliers. Donc il y a eu cette semaine la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Donc il y a eu une inauguration à Ballainvilliers d'une résidence donc de 140 places, donc dans l'enceinte de l'hôpital gériatrique Les Magnolias. Donc Nora Berra était venue pour la première pierre, donc là elle est venue lors de l'inauguration. On s'est aussi intéressé, donc dans le cadre de cette journée Alzheimer toujours, à une maison, un établissement spécialisé à Marcoussis, où des animaux sont dans l'enceinte de cette maison, au contact des personnes âgées. Donc c'est même s'il n'y a pas de thérapie médicamenteuse qui marche de manière absolue contre Alzheimer. Il y a une dizaine d'années, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, du côté du comportement, il y a des choses qui s'améliorent au contact justement avec les animaux. Voilà. Merci Fabien. Écoutez Hervé, Dole, à vous, astrophysicien. Alors là-haut, vous connaissez, vous maîtrisez complètement et vous êtes là pour essayer de nous faire particulièrement aimer, parce qu'il y a des gens qui pensent que là-haut, c'est d'accord, il y a de temps en temps un ciel bleu, un ciel blanc, de temps en temps un ciel noir, et puis de temps en temps des étoiles, un point c'est tout. Non. Exactement, il y a plein de choses riches, et surtout, il y a on ne comprend pas tout. Déjà, j'aimerais expliquer ça, sinon on ne serait pas scientifique et il n'y aurait plus rien à faire. On ne comprend pas tout, néanmoins on a quand même des idées assez précises sur l'histoire de l'univers. Alors il y a le Big Bang, il y a l'évolution des galaxies, formation des étoiles, et aujourd'hui je voudrais parler des exoplanètes. Ce sont ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Vous savez peut-être que le système solaire, donc notre système planétaire, il y a le Soleil, puis quelques planètes qui tournent autour, dont la Terre, il y a 8 planètes. Dont Jupiter, Saturne, etc. Mais alors. On en parlera après si tu veux. Elle était dégradée, voilà. C'était une petite polémique.
Il existe à peu près 400, enfin il existe plus, mais on a découvert à peu près 400 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles dans notre galaxie, donc à des distances assez larges, plusieurs années-lumière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de noter que ces planètes sont très diverses. On pensait que toutes les planètes étaient comme nous, la Terre, des planètes rocheuses petites et des planètes géantes gazeuses. C'est comme ça qu'on distingue les planètes. Et on s'est rendu compte, depuis une dizaine d'années, qu'il y a des planètes géantes gazeuses qui tournent très proches de leur étoile, en quelques heures seulement, plus proches que Mercure. Vous vous rappelez que la Terre tourne autour du Soleil en 1 an, et là, elles font un tour en quelques heures. Et ça a mis à mal pas mal de théories de formation des planètes, ce qui donc nous renseigne sur comment ces planètes se sont formées. Et ça a une implication, pas directe sur notre vie quotidienne, mais c'est une implication un peu plus long terme, puisqu'on parle pas mal de réchauffement climatique sur la Terre. Mais en comparant les planètes Vénus, notamment, et Mars, qui ont une histoire différente, et en comparant avec ces autres planètes, on a une expérience directe de changement de paramètres. Là, on ne va pas se mettre à mettre plein de CO2 ou l'arrêter directement, même si on aimerait. Mais ces autres planètes nous permettent de comparer les processus physiques, on appelle ça, un peu des gros mots, comment ces systèmes évoluent. Et alors, juste la chose que je voulais dire, c'est que les Européens sont vraiment en pointe mondiale. Il y a notamment un satellite essentiellement français qui vole en ce moment. Alors Kepler, c'est les Américains, c'est le successeur. Et le prédécesseur qui vole toujours et qui marche très bien s'appelle COROT, qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans, et qui observe plus de 80 000 étoiles durant sa mission, et qui essaie de détecter des petites variations de luminosité qui sont dues aux planètes qui passent. Il a découvert à ce jour la planète la plus petite, et on cherche la planète la plus petite parce que les planètes plus petites ressemblent à la Terre. Et donc COROT détient actuellement le record de la plus petite planète. Elle est quand même 5 fois plus grosse en masse, 5 fois plus massive que notre Terre, à peu près 2 fois plus en taille, ça va au cube. Et donc les astrophysiciens sont très contents parce qu'ils ont enfin découvert une alter ego en quelque sorte. Ce qui signifie qu'il y a peut-être de l'eau. Peut-être. Alors là, j'ai pas les détails exacts de si elle est dans la bonne zone. En fait, je suis même sûr qu'il n'y a pas d'eau parce qu'elle est trop proche de son étoile. Pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de détecter des planètes comme la Terre à la bonne distance pour qu'il y ait de l'eau liquide. Il y a de l'eau probablement, mais sous forme de vapeur. Cette planète fait un tour de son étoile en, je crois, 2 jours. Donc elle est vraiment... Il fait très chaud dessus. Il doit faire plusieurs centaines de degrés. Je ne veux pas dire de chiffres idiots, mais donc les planètes, une diversité existe dans les planètes, dans les exoplanètes, et on essaie de comprendre comment cela marche pour éventuellement mieux comprendre aussi notre réchauffement climatique à très long terme. Eh bien, on essaiera de comprendre la suite la semaine prochaine avec vous. Oui, on parlera d'autres choses. D'autres choses ? D'accord. Les exoplanètes, 89 quand même découvertes simplement l'année dernière. Il y a... Je l'ai vu. Il y a plus de 400 planètes, enfin 370. Et 89 simplement l'année dernière. Ah oui, peut-être, oui, ça va très vite. Bon. Merci Hervé Doll. Lionel, on redescend sur Terre avec, alors vous êtes évidemment à brevet. Non, j'ai pas eu cette chance malheureusement. Un reportage pour vous, Patrice, grand ordonnateur de la loge des Épicuriens. Quelques images qu'on va pouvoir voir justement tout de suite, parce que nous partons pour un terroir on peut dire d'exception, à une centaine de mètres par contre des pistes d'Orly, évidemment, à Paray-Vieille-Poste. Donc 5 ans que ces 330 pieds de pinot noir sont exploités. Alors aujourd'hui, il y avait à peu près une dizaine de vendangeurs qui ont joué un petit peu du sécateur. L'an dernier, il y avait une mauvaise année. L'an dernier, ils avaient récolté seulement 40 kilos de raisin et ils en avaient fait 15 litres de vinaigre, mais de bon vinaigre. C'est pas pas au sens figuré, au sens propre. C'était vraiment du vinaigre, très bon vinaigre. Cette année, le temps était beaucoup plus clément. Cet été, ils ont eu vraiment un ensoleillement parfait sur ces coteaux de Paray-Vieille-Poste. Oui, pas un ensoleillement, une luminosité, pardon. Et au final, près de 400 kilos quand même de raisin bio. Donc avec juste la bouillie bordelaise, dont ils attendent certainement pas loin de 200 bouteilles, je crois, au final, de vin, par contre, cette fois. On va avoir peut-être une petite réaction des vendangeurs du mercredi, qui ont en plus eu la chance de recevoir la visite d'un centre de loisirs de Paray-Vieille-Poste pour les soutenir un peu dans leur effort. On regarde tout de suite. C'est un petit carré de rien du tout, 330 pieds, c'est rien. C'est histoire de faire redécouvrir aux Franciliens que la région Île-de-France était le plus grand producteur de vin depuis le Moyen-Âge. Avec plus de 2500 hectares. On a tendance à l'oublier. Donc c'est bien que ça revienne comme ça, que ce soit... c'est très convivial. Après, il y a une petite saucissonnade. Et alors, le vin de Paray, il est comment alors ? Il est un peu... C'est comment ça se rapproche de quel château bordelais ça peut se rapprocher ? Je pense pas que ça ressemble à du bon. Ah bon, d'accord. Non.
Ça viendra. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe les raisins. Elle coupe les raisins, et pourquoi est-ce qu'elle coupe les raisins? Parce que c'est pour les manger. Alors, je coupe le raisin pour pouvoir le presser après. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça après? On va les donner à manger aux oiseaux. On va faire du vin. voilà, très sympa ce reportage. C'était sympa parce qu'en plus c'était le dernier jour de l'été, hein, vous le savez. Et vous avez ramené du vinaigre? Non, j'en ai pas ramené. Cet après-midi, ils devaient le presser. Donc pour le moment, par contre, on peut pas encore boire de ce vin parce ça fait 5 ans hein, qu'ils en sortent. Bon, l'année dernière c'était du vinaigre, mais les autres années ils avaient sorti déjà quelques bouteilles. On peut pas encore ni le donner ni le vendre parce qu'ils n'ont pas les homologations requises, ils n'ont pas d'association autour de ça. Il y a déjà 250 bouteilles qui sont stockées, mais qui sont stockées dans un endroit qui est tenu secret. Oh. Eh oui. Bon. Pour se prémunir des voleurs, évidemment. Alors, tous les secrets, de toute façon, ils n'échappent pas à Virginia Forgak. Virginia Forgak qui était venue la semaine dernière a commencé la saga de Greenpeace sur Facebook et ça continue aujourd'hui. Voilà, donc la semaine dernière, je vous parlais de Greenpeace qui épinglait Facebook avec un gros groupe de soutien sur Facebook, plus une lettre au fondateur Mark Zuckerberg. 2 jours après, ils ont sorti un dessin animé qui fait vraiment fureur sur le net. Je vous propose de regarder la vidéo, on en débat après. Il était une fois, il y avait une école. Et dans cette école, il y avait un garçon très intelligent qui s'appelait Mark Zuckerberg. Mark voulait avoir des amis, mais ils étaient in. Et lui, il était out. Alors Mark inventa Facebook, qui trouva tout plein d'amis pour lui. Et tout le monde a dit youpi. Et puis ils voulaient tous lui chuper son argent. Mais Mark avait 500 millions d'amis sur Facebook. Alors personne ne pouvait l'embêter. Facebook habite dans une grande boîte remplie d'ordinateurs. Toutes les photos, les images et les mots de Facebook sont gardés dans la boîte, qui se trouve en Oregon. Dans sa boîte, Facebook mange beaucoup de choses bizarres. Et puis, de l'électricité. Pour fabriquer l'électricité, on peut laisser les gros nuages joufflus souffler sur des hélices qui tournent. Mais ce bêta de Mark Zuckerberg préfère utiliser du vieux charbon tout sale. Le charbon, c'est de la nourriture de dinosaures pourris. Et quand il brûle, il pollue l'air. Et à cause de ça, notre planète devient plus chaude et elle fond et elle déborde. Mais Mark Zuckerberg peut encore changer les choses. Et moi, je sais lequel des deux je choisirai. Et tous ses amis aussi. Si tu laisses tomber tes amis, tu te laisses tomber toi-même. Et quand on a 500 millions d'amis, on peut tomber de très haut. Bah, évidemment, ça frappe les esprits. Voilà, donc c'est rigolo. Je voulais savoir ce que vous en pensiez un peu parce que ça fait quand même débat. C'est pas une vidéo qui est forcément appréciée de tout le monde. Beaucoup disent que c'est caricatural, très facile, que ça infantilise les gens. D'autres expliquent que le public visé était aussi les enfants parce que c'est la terre de demain, c'est l'avenir de demain. Moi, j'ai fait un petit calcul tout simple. Vraiment tout simple. La pétition qu'a ouvert Greenpeace sur Facebook, c'est 300 000 fans. La page de Greenpeace sur Facebook, c'est 580 000 fans. La page de Facebook sur Twitter, c'est 95 000 fans. Ça fait plus d'1 million de fois où quelqu'un a cliqué pour ouvrir une page Greenpeace. Une seule fois. Donc vous multipliez tout ce million de fois à chaque fois qu'on revient sur la page, ça fait beaucoup de fois. Donc ça veut dire que Greenpeace alimente encore le mauvais bilan carbone de tous ces data centers. C'est l'arroseur arrosé. Donc on en revient toujours à la même question existentielle, c'est à un moment donné quand on veut faire bouger les choses, est-ce qu'on les fait bouger en étant à l'intérieur des choses ou en étant à l'extérieur des choses? Merci voilà. Virginia. Alors Virginia qui nous a donné plein de chiffres et pas débattu du tout. Vous n'avez pas voulu, ça vous a pas... Très bien.
allez, je vous écoute, en 15 secondes. Non, allons-y, passons, Non, Patrice. mais c'était bien ce que tu as dit. c'est vrai. Allez, Dites-moi, il y a Google. allez, Lionel, allez. Oui, Google. Il y a Google aussi qui a dit c'est la boutade. Ah bon, d'accord. Google a été épinglé par Greenpeace l'année dernière d'accord. et ils ont fait en sorte, parce que c'est aussi beaucoup bien sûr, ils ont fait en sorte d'intégrer maintenant dans leur data center des énergies renouvelables. Et pour Facebook, il y a le film qui sort le 13 octobre, ça c'est une caricature du film, je pense qu'à un moment donné il va faire quelque chose parce que sinon c'est 500 millions de personnes qui risquent de ne pas être contentes. Quoi. Bon, on verra la suite. Martine, un recensement, c'était Oui. il y a 20 ans et c'était pas très très loin des studios de Téléson. Voilà, alors exactement. Alors la semaine dernière, dans le journal de Téléson, on a beaucoup parlé des gens du voyage. Et quand j'ai vu ces images, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, je vais les diffuser. Alors ça se passe en 90, à Massy, c'est l'heure du recensement, et apparemment, ils ont beaucoup de mal pour atteindre le nombre suffisant pour obtenir les subventions, puisqu'on sait qu'en fait... Alors voilà. Attendez, vous êtes en train de nous dire que pour avoir des subventions, il faut Oui, attendre c'est un pas chiffre, bien ce que et je qu'on dis. s'est servi de gens du voyage pour C'est gonfler... pas bien, c'est pas bien, Oui. c'est pas bien du tout ce que je dis. Ah bah oui, Oui. c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Des problèmes. Allez-y. En fait, ce que nous dit ce reportage, c'est pour ça que je le passe, parce que je trouve que c'est intéressant. À l'heure du recensement, toutes les villes, on connaît aussi certaines villes sur le département, pour obtenir des subventions, il y en a beaucoup qui râlent, comme la ville de Grigny, que effectivement le recensement n'est pas fait sur de bonnes bases, et si vraiment on comptait la totalité des habitants, ils pourraient obtenir plus de subventions. Voilà. Alors, à Massy en 90, bon, ils sont en train de râler parce que s'ils passaient la barre d'un certain nombre d'habitants, ils pourraient obtenir plus de subventions. Voilà où on en est. Ça marche très bien. Alors justement, une des solutions pour effectivement obtenir des subventions, eh ben, on va regarder. À l'heure du recensement, certaines villes s'inquiètent pour leurs finances. Les subventions que l'État accorde aux communes dépendent du nombre d'habitants. À Massy, les élus ont les yeux fixés sur la barre des 40 000 habitants. Et tout nouveau Massicquois est le bienvenu pendant le recensement. Pour atteindre son but, Massy fait la chasse aux 8% de personnes qui ne sont jamais recensées. La ville de Massy est en accord avec l'INSEE. On est prêt à motiver, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants qui font le recensement, des chômeurs, on va les motiver pour essayer d'arriver à réduire ce taux de 8% de personnes qui vont passer à travers. Parce que 8% sur Massy, ça fait 3000 personnes. Autre source de recensés possible, les gens du voyage, curieusement nombreux ces derniers temps sur les parkings de la ville et qui furent d'ailleurs les premiers Massicquois recensés. Est-ce que plus facilement vous avez pu vous installer? On est là, c'est parce que, voilà, pour le recensement, là. Ils nous laissent parce que c'est pour le recensement. Ça après, ils vont faire partir, ça y est, là. Vous croyez? Ah, bah, bien sûr. C'est les premiers recensés parce que c'était les premières personnes qui se sont trouvées par hasard. On ne les a pas fait venir. Ils sont les bienvenus. On a besoin d'eux pour l'instant, c'est vrai. Je ne dis pas qu'aussi qu'il faudra les chasser. On fera ce qu'on a toujours fait sur Massy, c'est qu'on va leur demander gentiment d'aller ailleurs, d'aller dans une autre ville, et puis de revenir dans Massy dans 1 mois, dans 2 mois. C'est ce qui se passe. Ce matin, les gens du voyage étaient encore là, mais pas pour longtemps. La procédure est d'ores et déjà engagée pour qu'ils partent. Voilà, et que dire? C'est plein d'enseignements, il n'y a rien à dire. Nous passons donc à nos deux invités sur les automnales, le festival bien connu. Nous avons donc Liliane Lejeune-Vigier, maire adjoint de Ballainvilliers. À côté de vous, il y a Nathalie Jodineau. Vous êtes déléguée à la culture et vous êtes toutes les deux amènes de nous parler de ce festival qui lui aussi est extrêmement connu en compagnie de Keltoum. Oui, c'est le festival donc les automnales qui débute vendredi 24 jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival musical consacré à la guitare? Comment on peut le présenter, ce festival?
Alors consacré à la guitare, oui, puisque à l'origine c'est un festival essentiellement de guitare. Il y a 5 ans, donc, le maire de l'époque, Pierre Betsch, ainsi que Bob Bonastre, un des professeurs du conservatoire, a eu l'idée d'animer le village et de créer un événement culturel avec ce festival. Donc c'est un festival de guitare à l'origine et de guitare exigeant. Et cette année, on a un petit peu voulu ouvrir à beaucoup plus de personnes et donc à faire 3 jours festifs pour l'ensemble de la population de Ballainvilliers. C'est pour ça qu'on va continuer à faire de la guitare, on va continuer plutôt à écouter de la guitare, mais il va y avoir aussi des animations au niveau du centre du village, il va y avoir un feu d'artifice, il va y avoir un certain nombre de choses. Alors est-ce que ce sont ces nouveautés pour cette 5e édition, ces animations, est-ce qu'il y avait déjà, c'est une nouveauté? Donc dès l'origine, il y avait deux pôles, un pôle sur le château, puisque nous avons un château, pôle sur lequel il y avait essentiellement des concerts gratuits dans la salle Monet. Et des animations pour les enfants, et puis un petit peu marché bio que l'on a toujours. Un pôle plus spectacle sur notre salle des spectacles, les Donnettes. Et cette année, la nouveauté, c'est que le centre du village, le samedi soir, sera animé autour des 2 cafés et autour de deux artistes. Et il y aura à la fois barbecue, enfin je ne sais plus si c'est barbecue, grillade, voilà, et un certain nombre de choses de ce type, plus de la musique. Mais la nouveauté, c'est également cette scène extérieure dans les jardins. Alors voilà, je l'oubliais aussi, celle-là, merci. Merci, oui, tout à fait, une scène ouverte. Alors pas tout à fait ce qu'on appelle la scène ouverte, mais une scène où vont se produire des artistes semi-professionnels le premier jour, samedi, après-midi, toute l'après-midi, à partir de midi. Donc à midi, les gens pourront se rassembler dans ce parc du château pour un grand pique-nique, un pique-nique géant, et commencer à écouter de la musique faite par des artistes semi-professionnels. Et le dimanche, même chose, mais ce sera des artistes, des amateurs essoniens. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme écho des précédentes automnales? C'est-à-dire, on est emballé, on dit qu'il peut mieux faire, Alors, qu'est-ce que tu dirais? Les guitaristes, les puristes, les connaisseurs de la guitare étaient emballés. Les Ballainvillois étaient un petit peu moins partie prenante dans le festival. C'est pour ça que cette année, nous avons essayé de l'élargir un petit peu, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus grand public, on va dire, plus abordable pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a aussi changé la formule concert simple, où chacun était assis sur son petit siège, pour le transformer en soirée cabaret, où là, c'est plus un moment convivial avec les musiciens, qui le rend peut-être un peu plus abordable à tout un chacun. Enfin, convivial, c'est extrêmement festif. Oui. Pendant que Martine, c'est tout complètement. Elle essayait de chanter de Zigane, mais elle ne sait pas. Ça marche pas. Mais pourquoi ce choix, au fait, de Zigane Parce que c'est festif. Oui, parce que c'est festif, parce que c'est une musique que tout le monde a entendue. Et que en général les gens apprécient de façon assez favorablement. Et c'est vrai que là, les artistes qui vont se produire, notamment le vendredi soir, sont des gens qui prennent le public par la main et qui l'emmènent un petit peu dans leur univers. Bon, faut quand même dire qu'il n'y a pas que les habitants de Ballainvilliers. Non, surtout pas. Non, il y a beaucoup de musiciens, de guitaristes, de spectateurs, tout simplement, qui viennent d'assez loin pour participer au festival, aussi bien en tant que joueurs qu'en tant que spectateurs. Alors le rendez-vous se déroule pas qu'en soirée, notamment en journée, et il y a aussi différents lieux. Sur Ballainvilliers, est-ce que vous pouvez nous citer les différents lieux où se produisent les artistes? Ce que je disais au début, il y a essentiellement le château, avec des choses à l'extérieur dans le parc, donc avec la scène ouverte, et puis à l'intérieur, notamment salle Monet, des concerts faits par un certain nombre d'artistes, et puis une exposition de photos, une exposition de sculptures faites à base d'instruments de musique, et une brocante d'instruments.
Donc ceci à l'intérieur. Et puis, deuxième lieu, les donnettes, je l'ai dit, et troisième lieu, le centre du village où il y aura de la musique, mais aussi de l'animation. On pourra boire, manger des crêpes, manger diverses choses et écouter de la musique. Et vous n'avez pas dit un mot du marché artisanal? Alors dans le parc du château, voilà, il y a un marché artisanal, alors où il y aura un certain nombre de commerçants, essentiellement bio ou commerce équitable. Donc aussi bien, qu'est-ce qu'il y a, fleurs de sel, confiserie, épicerie fine, viennoiserie fine, vente de pommes, macarons, miel, pain d'épices, cosmétiques bio, et puis des choses donc de commerce équitable qui sont revendues en faveur d'associations caritatives. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques noms des artistes qui sont prévus ce week-end, programmés? Alors la soirée cabaret donc de vendredi soir, nous aurons en début de concert François Fiortino avec une musique très gaie, très pétillante. Ensuite le grand coup de cœur de l'équipe, Estas Tonnet. Alors lui il vous emmène dans son univers, c'est un vrai poète. Et il sera suivi en troisième partie du groupe Manero, qui sont vraiment les héritiers de Gypsy King. C'est vraiment une musique zigane, gitane, qui emmène tout le monde pour danser. Et ceci c'est pour le vendredi. Et le samedi soir, donc dans les cafés de Balinvilliers, dans un des cafés nous aurons Django Dreams, inspiré surtout de la guitare de Django Reinhardt. Et dans l'autre, nous aurons là une soirée beaucoup plus rock, blues, avec Plug and Play, ils feront eux-mêmes un deuxième concert un peu plus roots. Bon, et pour plus d'infos, il y a un site internet qui doit s'afficher en bas de votre écran. Bien sûr, et de nombreux artistes en concert gratuit le samedi et le dimanche après-midi au château, et de très très beaux concerts. Et un très beau château également. Et nous tenons quand même à remercier tous les sponsors, tous les partenaires, que ce soit des partenaires dans le village ou que ce soit des partenaires comme Europe Essonne, comme la SACEM, et j'en oublie un. Europe Essonne, la SACEM et le Conseil Général. Et le Conseil Général, voilà. Général. Merci Madame la maire adjointe. On dit la maire adjointe ou l'adjointe au maire? L'un ou l'autre. Madame. Merci, mesdames. On va rejoindre Philippe Bello, mais dans une autre commune pour une nouvelle énigme. Si on vous parle de grappe à Palaiseau, il ne s'agit pas de raisin, il va falloir fouiller. Et ce qui m'étonne, c'est que le grappe, en plus, c'est écrit comme ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ne vous parle pas? Il n'y a pas un magasin ou quelque chose qui s'appellerait comme ça ou... Non. Je sais pas, peut-être une association, un truc, non? Une association qui s'appellerait comme ça? Est-ce que ça vous parle? Hélas, non, pas du tout. Bon. Non, je vais y réfléchir et je vais vous retrouver. Ah, on sait jamais. Merci, madame. C'est le groupe de recherche archéologique de Palaiseau, ça le grappe. Ouais, c'est ça. Et ah bah oui, alors j'étais loin. Ils ont fouillé sur le plateau là-haut, ils ont trouvé des vestiges derrière Polytechnique. D'accord. Et c'est une société, c'est une association? C'est une association, je pense. Hein. Et on peut la trouver, vous savez où on peut la trouver? Bah là, elle doit être à la place du marché. Là. C'est le groupe de recherche archéologique palaisien. Et qu'est-ce que vous y faites alors? Eh bien, c'est mon ami Guy qui vous le dira mieux que moi, mais c'est un groupe qui s'est constitué il y a très longtemps et qui a fait d'abord des fouilles sur le plateau, qui a retrouvé des vestiges très anciens et qui poursuit ce travail de mise à jour d'éléments du patrimoine. On est attentif à ce qui se passe sur le plateau puisque l'on construit, que ce soit à l'est ou à l'ouest de Polytechnique, la CAPS ou les nouvelles écoles, et systématiquement il y a des fouilles dites d'urgence avant les constructions. De nombreux vestiges gaulois ont été découverts sur le campus de l'école Polytechnique. Les spécialistes s'attendent à trouver des fermes tous les 300 à 600 mètres. Des fouilles avaient fait de nombreuses découvertes sur le chantier de Danone qui s'est installé récemment. Le plateau de Saclay, dont une partie est sur la commune de Palaiseau, est riche en vestiges archéologiques. Et vertige archéologique, nous a dit Philippe Bello, avec une autre énigme. Demain, on le retrouvera, bien sûr. Alors, Keltoum, vous changez de registre, là, complètement. Je ne sais pas si vous irez à Balinvilliers avec, mais... Peut-être, qui sait s'il fait beau, oui, bien sûr. Alors, c'est la chronique tendance, c'est Maui Jim. Alors, on va envoyer les images, les photos, et vous allez me dire quel est le point commun entre toutes ces personnes que vous allez voir sur votre écran. Patrice. Le point commun
Le point, bon, je les aime bien déjà. Ok, est-ce qu'on peut avoir les retours s'il vous plaît sur... Je les aime bien. Là, il y en a pas un que je déteste encore. Ok. Non, effectivement. Un point commun. La classe, je trouve. Pourquoi la classe? Je trouve que les gens qui ont posé pour ces photos sont magnifiques. Non, c'est vrai. Bon, bah, évidemment, je trouve qu'ils sont beaux, quoi. C'est une partie de l'équipe de Téléson. Et c'est vrai que ça a de la gueule. Ils ont de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Alors bon, d'accord, sont des lunettes, mais qu'est-ce qu'elles ont ces lunettes? Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont? C'est la dernière collection des lunettes Maui Jim. Alors Maui Jim, c'est une marque hawaïenne. Vous en avez tous, là, vous pouvez les tester. Hop, voilà, je vais mettre. Waouh, et là, je vois la vie en couleur. Donc, ils sont haute protection, polarisés. C'est des verres qui restituent les vraies couleurs. Alors, c'est parfait pour la conduite. Hein, c'est efficace face à l'éblouissement. Madame la maire adjointe va peut-être nous le dire. On peut porter, alors pour toutes les activités, pour tous les sports, et notamment les activités liées à la neige et à l'eau, ça protège contre la réverbération. C'est disponible. Vous pouvez mettre vos verres correcteurs, Patrice. Alors il y a un traitement, c'est un concentré de technologie, un traitement anti-reflet, absorbe l'éblouissement qui est renvoyé, réduit la fatigue oculaire, revêtement imperméable, n'est-ce pas Martine? Repousse l'eau et la neige, facilite le nettoyage. Ça c'est bien. Donc il y a le revêtement Maui Jim exclusif, donc de la marque, qui protège contre les rayures. Il y a un film polarisant, il absorbe l'éblouissement et optimise la transmission de la lumière utilisable. On va peut-être pas les casser, je voulais juste que vous les testiez Virginia. Donc voilà, vous êtes trop classe. Et moi je trouve que et ça va en plus elles sont très stylées. Voilà, ça vient tout à fait son style. Martine, t'es adorable. Patrice, alors là on croirait le vrai Patrice, là c'est la classe. Et ça allait très bien aux dames aussi. Il y en a pour tous les goûts. En plus, on n'en a que 5 là. Il y en a beaucoup plus. Alors les prix. C'est le prix d'une paire de lunettes de toute marque. Hein. Ça va de 120 € à 280 €. Et il y a un site internet, c'est le www.mauijim.com. Enfin, mauijim.com. Bon, eh ben, écoutez, voilà. franchement. Et en plus, voilà, c'est livré avec un caleçon. C'est livré. Qu'est-ce que c'est? C'est un étui. Ah d'accord, non, un caleçon à fleurs. Un étui, c'est mignon. Monsieur Arditi. Si vous avez des caleçons comme ça, c'est mais j'ai eu il y a quelques années des caleçons. l'amour. Non. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas là pour vérifier. Mais j'ai eu des caleçons comme ça, comme tout le monde d'ailleurs. Ah non, ça c'est des tue l'amour. Bah oui, maintenant, évidemment, tout change. Bon, et bien écoutez, tout change. Même moi, j'ai pris quelques kilos, mais on va voir si le sport ça fait maigrir. C'est sûr que si on fait beaucoup de sport et qu'on mange des pizzas à frais, c'est sûr que ça va pas faire maigrir. C'est lié aussi à une alimentation adéquate. Le sport augmente le volume des muscles. Ça met en forme. Je fais pas de sport et je peux pas vous dire si ça fait vraiment maigrir ou non. C'est ceux qui ne bougent pas, qui, comme moi, prennent de l'embonpoint. Ça doit peut-être faire maigrir au niveau du volume, mais pas du poids. C'est quelque chose qui nous permet de nous dépenser. Il y a, on va dire, des sports qui sont quand même beaucoup plus adaptés pour faire perdre du poids. Le sport fait éliminer des calories. Quand je roule à peu près 30-40 km par jour, j'ai perdu 5 kilos. J'ai fait un peu de sport et après j'ai pris 5 kilos. On peut facilement maigrir juste en gérant son alimentation et sans faire du sport à côté. Ça aide à maintenir la santé. Après, maigrir, c'est pas forcément le principal indicateur de la santé. Le sport fait maigrir. Il n'y a que le sport pour maigrir. On voit des sportifs qui sont très, très forts et d'autres qui sont très maigres. C'est des conneries. Ah, c'est des conneries. Madame la maire, adjointe, vous faites du sport, vous n'avez pas besoin de maigrir, vous, mais est-ce que vous faites du sport? Ah, merci. Merci. Oui, j'en fais. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Du vélo, de la marche à pied, de la natation. Sans excès. Rien qu'à me le dire, je me fatigue. Mais je devrais en faire. Vous aussi, Nathalie? Un petit peu, oui. C'est vrai, bon, les autres, je le sais, ils font du sport, ils font semblant. Sauf Keltoun. Ça se voit d'ailleurs. Sauf Keltoun. Non. Keltoun fait du sport intensif et ça c'est extrêmement bien. Et vous resterez probablement radieuse et en pleine forme toute votre vie avec ou sans lunettes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? De prendre vos précautions parce que demain, grosse mobilisation pour cette réforme des retraites. Et les transports vont en prendre un sacré coup. Je crois que le RER B va être particulièrement touché et il nous intéresse particulièrement en Essonne. Un train sur 5 en heure de pointe. Combien? Un train sur 5 en heure de pointe pour la branche RATP. C'est-à-dire que tout ce qui est au nord, à partir de la gare du Nord, il n'y en aura pas un seul. Non, vous avez compris, hein. Donc, un train sur 5 en heure de pointe. Exactement. En heure de pointe, très bien. On aura encore plein de choses à vous dire demain. Merci de nous avoir prêté attention, salut.